l'histoire d'une rivalité unique dans l'histoire politique française. Une rivalité féroce sur près de 4 décennies entre deux hommes, deux de nos présidents, au caractère diamétralement opposés. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Le gentilhomme et le hussard, l'aristo et le populo, le narcisse et l'homme qui ne s'aimait pas. C'est l'histoire d'un duel fratricide entre deux ambitieux qui ont débuté ensemble, ont gravi parallèlement les marches du pouvoir et puis se sont affrontés avec cynisme, machiavélisme, sans la moindre loyauté. Ah, s'ils s'étaient entendus, s'ils avaient réfréné la haine ou le mépris que leur inspirait l'autre, le destin de la France en aurait été bouleversé. Mais s'ils ne pouvaient pas, obsédés l'un par l'autre et animés par une détestation viscérale. Observez leurs regards, leurs gestes et leurs attitudes lorsqu'ils sont côte à côte. Écoutez les anecdotes stupéfiantes de leurs proches sur cette petite guerre qui, d'humiliation en trahison, est devenue vendetta. Il y a de la tragédie grecque dans ce duel du XXe siècle, à moins qu'on y lise une fable sur la cruauté du pouvoir. Ce programme vous est proposé en audio-description. Attention, voilà. Attention aux autres caméras. Attention aux autres caméras. Jamais le vénérable Conseil constitutionnel n'avait connu une telle effervescence. Monsieur le Président, on peut faire une photo, s'il vous plaît ? Pour la première fois de son histoire, deux anciens présidents de la Ve République vont siéger ensemble. Est-ce que vous êtes heureux de retrouver Jacques Chirac au Conseil constitutionnel ? Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, les frères ennemis de la droite française. La réunion va durer plus de 3 heures. La gêne est alors palpable. Quand Giscard intervient, Chirac fouille dans ses papiers. Quand Chirac parle, Giscard regarde ailleurs. À la fin, ils se quittent sans se serrer la main. C'est l'histoire d'une rivalité acide qui dure depuis 40 ans. L'histoire d'un duel total au cœur du pouvoir. Si ces deux-là s'étaient entendus, ils auraient changé le destin de la France. Mais cela n'était pas possible. Giscard et Chirac, incompatibles. En ce joli mois de mai 1974, il y a du soleil sur la France. Le pays vient d'élire un président de 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing, qui, radieux et tête nue, descend à pied la plus belle avenue du monde. Après le général et sa stature, après Pompidou et sa maladie, c'est la jeunesse qui entre à l'Élysée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Mais je ne le conduirai pas seul. 2 jours plus tard, le nouveau président nomme Jacques Chirac Premier ministre. Jeune loup du clan gaulliste, le député de Corrèze a 42 ans et on le surnomme le bulldozer. Le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Je lui ai exprimé ma reconnaissance pour la confiance qu'il avait bien voulu me faire. Giscard et Chirac. Cette alliance inédite est née au lendemain de la mort du président Pompidou. Persuadé qu'il réalise ainsi la volonté de son mentor,
Jacques Chirac, le gaulliste, a soutenu Valéry Giscard d'Estaing, le libéral, dans la course à l'Élysée. Ce sont les suffrages amenés par Chirac qui ont permis la courte victoire de Giscard. Les premières semaines, le nouveau couple du pouvoir exécute un ballet complice et moderne au cœur des palais de la République. Giscard et Chirac, Chirac et Giscard. Monsieur le Président de la République. Certains, pourtant, ne partagent pas l'enthousiasme du nouveau président pour son Premier ministre. C'est notamment le cas de Claude-Pierre Brossolette, proche collaborateur de Giscard depuis des années, devenu secrétaire général de l'Élysée. Ça a été presque ridicule, je dirais, de mon point de vue, que cette espèce d'idylle à deux, qui a duré 6 mois à peu près, entre Giscard et Chirac. Ils étaient comme deux jeunes mariés, n'est-ce pas? C'était un petit peu... Ils étaient très jeunes, d'ailleurs. Jacques Chirac me demandait quel est le tailleur du président, il est tellement mieux habillé que moi. Et le président me disait, c'est vraiment, on a de la chance, ce Premier ministre, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est prévenant, qu'est-ce qu'il est rapide. Il faisait l'éloge de Chirac. Je dis, Monsieur le Président, je vous comprends, il est très agréable pour le moment, mais c'est un homme politique. Il est jeune, il a un grade très élevé. Un jour, inévitablement, il pensera à votre succession. Chirac contre Giscard, c'est vrai que les deux hommes sont complètement différents. Chirac, c'est le hussard. Il marche vite, mange vite, aime vite, si l'on en croit les commérages. Que vous soyez puissant ou misérable, il vous regarde dans les yeux et vous entraîne dans sa cavalcade. Giscard, c'est le gentilhomme. Il comprend tout, sait tout, décide de tout. Pas besoin pour lui d'avoir de l'ambition. Né pour régner, il règne. Et il pense sincèrement qu'il peut aider la France. L'un est puissant, animal, mais doute encore de son destin. L'autre est supérieur, éclairé, et réfléchit à comment poser son sceau sur l'histoire. Je n'ai pas connaissance de dialogue un peu fort entre Jacques Chirac et Giscard d'Estaing, en dehors du public, en dehors des caméras, en dehors des journalistes. Ils ne se comprenaient pas. Ils parlaient un autre langage. Ça donne un malaise profond, un sentiment qu'ils ne sont pas faits pour s'accorder. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient rarement face à face. Ils étaient quelquefois côte à côte, pour des voyages en province ou pour recevoir des chefs d'État, mais il n'y avait pas de dialogue entre eux. Giscard revêtait un air complètement grave, un air impassible, un air ironique, et au fond, on faisait les questions et les réponses. Alors Chirac, ça l'agaçait prodigieusement. Le premier accroc à la lune de miel va se dérouler à distance entre les Antilles et la France. Valéry Giscard d'Estaing reçoit en Martinique le président américain Gerald Ford. Des centaines d'envoyés spéciaux de la presse US sont venus couvrir la première rencontre entre leur président et celui qu'ils ont surnommé le Kennedy français. « 6000 km plus à l'ouest, à Paris, Chirac est passé à l'offensive. Pas contre le président, bien sûr, mais au sein de son propre parti, les gaullistes de l'UDR. En 24 heures, le Premier ministre a convoqué une réunion extraordinaire, provoqué la démission de la direction et s'est fait élire secrétaire général. Les barons gaullistes hurlent au putsch. Chirac n'en a cure. Le voilà chef du parti le plus important de la majorité présidentielle. Une assurance vie, en quelque sorte. Pendant que Chirac réussit son coup de force à Paris, en Martinique, Valéry Giscard d'Estaing est à la piscine de l'hôtel, en compagnie de Gerald Ford et d'Henry Kissinger, le redoutable secrétaire d'État américain.
Cocktail de fruits à la main, les trois hommes conçoivent les bases du futur G7. Ce n'est donc qu'en fin de journée que Michel Poniatowski, le fidèle ministre de l'Intérieur resté à Paris, réussit à joindre le président. Chirac va bientôt nous manger la soupe sur la tête, affirme-t-il à Giscard. Le président va alors demander son avis à Olivier Stirn, le secrétaire d'État au Dom-Tom qui l'accompagne aux Antilles. Ami de longue date de Jacques Chirac, Stirn est l'un des rares gaullistes membres du gouvernement. Je dis c'est excellent parce que maintenant les gaullistes étant derrière Chirac vont être tout naturellement derrière vous. Mais je sentais quand même une inquiétude chez Valéry Giscard d'Estaing, car le groupe gaulliste était plus important que le groupe giscardien en nombre. Et je sentais quand même qu'il avait peur, petit à petit, de ne plus dominer la majorité. Et donc, il y a eu déjà à ce moment-là, en décembre, donc quelques mois après l'élection, assez vite quand même, disons, des doutes sur la loyauté de Jacques Chirac. Pourquoi Chirac le fait? Quelle est l'intention de Chirac? Il l'a fait parce qu'il ne pouvait peser politiquement que s'y rassemblaient les gaullistes. Donc c'est effectivement... Donc je ne pense pas qu'au départ, il l'ait fait avec l'idée, à ce moment-là, c'est venu après, avec l'idée que c'était pour supplanter le président de la République. Je ne le pense pas. 48 heures plus tard, de retour à Paris, le président français reçoit son Premier ministre pour la préparation du Conseil hebdomadaire. Souriant, presque moqueur, Valéry Giscard d'Estaing semble d'excellente humeur. Fier de sa manœuvre du week-end, Chirac déclare alors au président que le parti gaulliste est désormais sous son contrôle pour servir au mieux la majorité présidentielle. Giscard ne répond pas, ou très peu. Chirac est troublé. Il s'attendait, confiera-t-il plus tard, à une réaction plus enthousiaste. Il y a eu très vite une divergence et Giscard n'a plus beaucoup confié ses projets à Chirac, pas du tout. On a commencé à faire effectivement des programmes de travail du gouvernement qui relevaient plutôt du Premier ministre que du Président de la République, bien entendu. Puis on disait ça à Chirac, qui était pas content. Qui réagissait comment ? Chirac faisait la gueule quand, je peux dire, il n'était pas content, et il devenait très malheureux. En réalité, l'année 75 a vraiment été difficile. Les temps sont durs pour Jacques Chirac, alors il s'évade. Libye, Roumanie, Tchad, le Premier ministre multiplie les voyages à l'étranger. Pourtant, ces voyages ne sont qu'un palliatif. Chirac ronge son frein. Et quand dans des banquets d'hommes d'affaires, on le questionne sur sa relation avec Giscard, sa réponse est teintée d'ironie. Je suis très loin, malheureusement, d'avoir les mêmes facilités intellectuelles que le président de la République. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à l'Élysée, probablement. Bonsoir. Selon l'INSEE, le chômage va s'aggraver pendant le second semestre de cette année. À noter que les derniers chiffres de la production industrielle, ceux de mai, accusent une nouvelle baisse. En un an, cette production industrielle a donc chuté de 15%. C'est la situation économique, en ce début d'été 1975, qui va provoquer le premier bras de fer entre le président et son Premier ministre. Frappés par un mal encore nouveau à l'époque, le chômage, les Français sont inquiets. Bonsoir, mes chers amis. C'est votre président qui vous parle. D'abord, le commerce extérieur. Fin juin, professeur Giscard intervient à la télévision. Les résultats qui ont été obtenus sont des résultats positifs.
Durant 30 minutes, le président donne un cours d'économie aux Français, leur expliquant par A plus B pourquoi la politique qu'il a choisie, blocage des dépenses publiques et lutte contre l'inflation, est la bonne. Sensible où en sommes-nous? Nous sommes ici. Et je voudrais que, pendant ces vacances, vous soyez sans inquiétude. L'inquiétude est un sentiment qui ronge, et c'est un sentiment qui gâche. Or, il n'y a pas lieu d'éprouver d'inquiétude en France à l'heure actuelle. La semaine suivante, l'hebdomadaire Le Point titre « Giscard, la France au bois dormant ». Les journalistes critiquent l'angélisme du président et promettent des troubles sociaux pour la rentrée de septembre. Chirac est furieux. Depuis plusieurs semaines, il plaide pour une relance de l'économie à coup de subventions publiques. Mais il plaide dans le vide. Giscard ne l'écoute pas. Alors, je pense que tout le monde a lu le rapport de M. Rupert. D'abord, je voudrais dire que... En réalité, Jean-Pierre Fourcade, le ministre de l'économie, et Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, mènent la politique du pays à la place de Chirac. Régulièrement, Giscard les convoque pour des réunions de travail sans prévenir son Premier ministre. Un nombre de lignes du rapport. Quand il venait à l'Élysée, pour les conseils des ministres, Jacques Chirac ne parlait plus beaucoup. Chacun parlait à son tour, les ministres qui proposaient des choses, etc. Et Chirac ne disait pas grand-chose. Quelle est la réaction de Giscard? Ça ne l'a pas inquiété parce qu'il était trop sûr de lui, très sûr de lui. Les deux. Quand est-ce que vous sentez les premiers signes du divorce? En janvier. Je veux changer un membre du cabinet, le remplacer par un autre, et Chirac me dit, écoute, c'est pas la peine. On va changer de toute façon dans les temps qui viennent, et donc pas de vague. Il n'était pas en colère contre Giscard. Il ne supportait pas Giscard. C'est tout à fait différent. Chirac est un homme qui n'a pas de rancœur et donc qui n'a pas de colère. Mais il disait, c'est plus possible, donc je m'en vais. Début mars 1976, le Premier ministre Jacques Chirac invite Raymond Barre, le nouveau ministre du Commerce, à déjeuner à Matignon. Les deux hommes ont en commun l'amour de la bonne chère et la fidélité au général. À la fin du repas, Chirac explique à son hôte pourquoi Giscard est un homme faible, incapable selon lui d'assumer la fonction présidentielle. « Raymond, conclut-il, je n'en peux plus. Avec le président de la République, ce n'est plus possible. Il faut lui couler du béton dans les veines. » Quand Raymond Barre lui rapporte les paroles de Jacques Chirac, Giscard reste de marbre. Chirac n'a pas l'étoffe. Il n'a qu'à faire ce qu'on lui demande. Puis, le président passe à un autre sujet. Le mieux serait que vous leviez le bras. Je vous vois sur une fenêtre, n'est-ce pas? Je dirais 2 ou 3 secondes avant, parce que je mettrai ma pendule à 0. Hein. Alors quand ça commencera. Hein. Non, je veux dire, oui, c'est ça. Avant que vous me parliez. Pour que je puisse... parce que je vais la mettre à 0 au moment où je commence pour suivre. Plutôt que de répondre directement aux paroles violentes de son Premier ministre, Valéry Giscard d'Estaing l'invite, avec son épouse, à venir passer le week-end au fort de Brégançon, début juin. Jacques Chirac pense que le temps de la franche explication entre lui et le président est enfin arrivé. Pas du tout. Toute la journée, le Premier ministre venu sans son maillot de bain attend de pouvoir s'isoler avec Giscard pour s'expliquer les yeux dans les yeux. Mais le président, lui, fait du bateau avec ses enfants. Et quand vient le dîner, ultime occasion d'un tête-à-tête, Jacques Chirac découvre que Valéry Giscard d'Estaing a aussi invité son moniteur de ski et sa femme. Le lundi matin, Chirac rentre à Paris précipitamment. Le premier proche à qui il se confie, c'est Bernard Pons, le député gaulliste du Lot.
Je ne peux pas me rappeler tous les mots qu'il a utilisés pour dépeindre l'attitude de Giscard à son égard, mais ça n'était pas d'une tendresse folle. Jacques Chirac a le sentiment que Valéry Giscard d'Estaing a voulu l'humilier, et l'humilier aux yeux de tous ceux qui étaient présents. C'est une blessure qui ne se cicatrisera jamais. Un mois plus tard, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac sont à nouveau réunis, sous le regard des caméras cette fois. Le président de la République et son Premier ministre passent en revue la Marine nationale. Pour la première fois depuis 4 semaines, les deux hommes se retrouvent face à face dans le poste de pilotage du porte-avions Clémenceau. Je suis pas un spectateur. Quand Valéry Giscard d'Estaing est interviewé en direct par la première chaîne, Jacques Chirac, au deuxième plan, s'approche, soucieux de toute évidence d'écouter l'entretien. La vérité est la suivante, un grand effort a été fait pour constituer notre Marine nationale dans la guerre, sous la 4e République, et on a construit des... Très vite, Giscard d'Estaing enflamme la politique de son prédécesseur Georges Pompidou. Chirac n'en perd pas un mot. Et on parlait même de malaise, oui, il y a un malaise, un profond malaise. Alors tous les commentateurs qui dissertent sur le sujet de la défense ont oublié que la défense que j'ai trouvée était une défense qui était en état de malaise. C'en est trop pour Jacques Chirac. Pompidou était son modèle, son mentor. Giscard, qui a fait partie de ses gouvernements, n'a pas le droit de cracher dans la soupe. Dans les yeux du Premier ministre, ce n'est plus de l'agacement, c'est de la haine. Modifions la ligne générale. C'est que nos recherches de paix et d'équilibre. Les dés sont jetés. Jacques Chirac convoque alors Olivier Stirn, membre gaulliste du gouvernement. Il me dit, écoute, dans 8 jours, je vais donner ma démission et je vais le faire avec fracas et tu vas me suivre. Alors j'étais quand même très interloqué, même si j'avais senti que le moment arriverait un jour. Et je lui ai dit non. Tu m'as déjà obligé à quitter Chaban et les gaullistes pour suivre Giscard. Et 1 an et demi après, tu quittes Giscard. Mais tu vas faire élire Mitterrand. Je ne suis pas d'accord, je suis parti. Et j'ai été brouillé avec Jacques Chirac jusqu'en 1995 à cause de cela. Parce qu'il n'avait pas admis que je ne le suive pas. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie. C'est au peuple de France que je m'adresse. Peuple qui sait comprendre, peuple qui sait donner, peuple qui sait dire non à ce qui l'avilit. Vive la République, vive la France. De mémoire de militant, on n'avait jamais vu ça. En ces premiers jours de décembre 1976, Jacques Chirac réunit 80 000 personnes porte de Versailles pour la grande messe du RPR, le nouveau parti qu'il a créé afin de soutenir ses ambitions présidentielles. À la même heure, rue Réaumur, de l'autre côté de Paris,
2 compagnies de CRS évacuent des ouvriers imprimeurs du Parisien libéré, en grève depuis plus de 2 ans. C'est la fin de l'occupation la plus longue qu'on ait jamais connue dans la capitale. Un symbole. La réaction du syndicat du livre CGT ne se fait pas attendre. À partir de maintenant, suivant les décisions qui ont été prises précédemment, la presse écrite est arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a aucun journal à partir de maintenant qui va sortir. Avec cette évacuation musclée, Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur de Giscard, a atteint son but. Paralyser la presse nationale pour quelques jours, le baptême du RPR ne fera pas la une. Nous ne pouvons pas ne pas souligner la coïncidence entre une décision attendue depuis plus de 2 ans et la tenue de nos assises, quel que soit. Porte de Versailles, dans l'équipe de Chirac, on apprécie fort peu le sabotage signé Giscard. Les conséquences de ce geste, il faut que chacun connaisse notre résolution de ne céder à aucune provocation, et ceci d'où qu'elle vienne. Ce sont les lieutenants qui montent en première ligne, mais les messages sont clairs. En ce dimanche de décembre, 6 mois à peine après leur divorce, Giscard et Chirac tombent le masque et révèlent la nature profonde de leur relation, un affrontement de tous les instants. Ils étaient irrémédiablement rivaux et ils avaient l'un et l'autre leurs entourages qui les poussaient à être rivaux. Il n'y a pas eu, autour de Giscard, en particulier de la part de Poniatowski et de Dornano, le moindre élément de modération, et il n'y a pas eu du côté de Chirac, avec Pierre Juillet, Marie-France Garot, Charles Pasqua, moi-même et les autres, des éléments de modération. Nous n'étions pas des modérateurs, et ils n'étaient pas des modérateurs. Le duel a commencé, tous les coups sont permis. Première manche avec l'élection du maire de Paris. À la grande joie du belliqueux Michel Poniatowski, Giscard refuse de négocier un candidat commun avec les gaullistes et choisit l'un de ses fidèles lieutenants, Michel Dornano, ministre de l'Industrie, pour être candidat dans la capitale. Ma candidature est donc une candidature d'union. C'est la seule qui procède de la majorité. Riposte immédiate de Chirac. Depuis le nouveau siège de son parti, au dernier étage de la tour Montparnasse, le président du RPR se déclare candidat à son tour et commence une campagne agressive. Cible de ses attaques, le clan Giscard. On a tout simplement cherché à nous éliminer à Paris. Nous n'avons certes pas poussé la politesse jusqu'à nous excuser du fait qu'on voulait notre mort. Entre Michel Dornano, ancien maire chic de Deauville, et Jacques Chirac, le battleur des marchés populaires, le combat est inégal. Victoire par KO pour Chirac, qui devient maire de Paris et s'installe à l'Hôtel de Ville. Avec Chirac pour Paris, Chirac pour Paris, tous unis. Comme un défi à Giscard, d'un palais de la République à l'autre, l'Élysée n'est plus qu'à quelques kilomètres. Dans le palais de la présidence, Giscard prépare sa riposte. Les élections législatives de 1978 approchent et la nouvelle indépendance de Chirac n'est pas le seul souci du président. Selon les sondages, c'est la gauche du programme commun, emmenée par François Mitterrand, qui est favorite dans les sondages. Mais Valéry Giscard d'Estaing entre en campagne. Fin janvier 1978, il se rend à Verdun-sur-le-Doubs pour son premier meeting. Tapis rouge, fauteuil Louis XV sur la scène et un Giscard drapé dans sa dignité de chef de l'État. Mes chers Français,
Françaises et mes chers Français, le moment s'approche où vous allez faire un choix capital pour l'avenir de notre pays, mais aussi un choix capital pour vous. Je suis venu vous demander de faire le bon choix pour la France. Fort de son bilan sociétal, il a abaissé la majorité à 18 ans et autorisé l'avortement. Fort de sa cohérence économique, le président de la République met les Français au pied du mur. Moi ou l'incertitude. Et ça marche. Il est 20h, la majorité sortante garde la majorité. Majorité sortante autour de 279 sièges. Opposition autour de 212 sièges. Le 19 mai 1978, c'est un triomphe pour le président Giscard. Non seulement la gauche de François Mitterrand est battue, mais son parti, l'UDF, emmené par Raymond Barre, le nouveau Premier ministre, double son nombre de députés et fait presque jeu égal avec le RPR de Jacques Chirac, qui lui perd 40 sièges. On peut y aller? Eh bien, ce soir, nous avons remporté une victoire. Et je dirais une grande victoire. Derrière sa langue de bois politicienne, Chirac encaisse le coup. Dans la perspective de l'élection présidentielle à venir, son principal atout était que le parti dont il est le chef, le RPR, soit la force dominante de la droite en France. Ce n'est plus le cas. C'est toute la stratégie de conquête de l'Élysée qu'il faut revoir. Un an plus tard, le dîner le plus étrange de la Ve République va avoir lieu. Dans le plus grand secret, Jean de Lipowski, un gaulliste de gauche, va organiser un tête-à-tête entre Jacques Chirac et le socialiste François Mitterrand. Au menu, l'élection présidentielle de 1981. Je ne participais pas au dîner, mais il est certain qu'ils ont parlé du président de la République, de Valéry Giscard d'Estaing, et de sa candidature future en 1981. D'après ce que m'en a dit Chirac, il n'en est rien sorti de très chaleureux. Mais François Mitterrand en est sorti avec l'idée qu'entre lui et Jacques Chirac, des passerelles pouvaient exister et pouvaient être utilisées le moment venu. Ce qui est encore plus étrange dans ce dîner secret, c'est que Giscard savait. La veille de la rencontre, Roger Chinot, patron du groupe UDF à l'Assemblée, a obtenu l'info et prévenu Michel Poniatowski, le ministre de l'Intérieur. J'apprends que ce dîner va avoir lieu. Quel dîner, expliquez-moi? Un dîner à ma présence Mitterrand-Chirac. Je vois Pognard, les choses, je ne règle pas par téléphone. Je fonce au ministère et je lui dis voilà. Et j'avais des bruits, etc. Je lui dis je suis sûr. Et lui, le lendemain, les moyens de vérifier. Il me dit l'intérieur, ou alors, bon, plus rien n'existe. Bon. Et donc, il prévient Giscard. Comment réagit Giscard, vous qui êtes Je crois qu'il a enregistré. Il voit bien, c'est un fait. C'est un homme, Dieu sait, qui fait attention, qui est précis, c'est un matheux. Hein. Mais il ne veut pas en parler. C'est l'erreur de la démarche qui consiste de temps en temps, pour un homme intelligent qui est sûr de lui, de considérer que les coups ne peuvent pas arriver. Début février 1981, lancement de la campagne pour la présidentielle. Chirac est candidat, évidemment. Son fol espoir, c'est de devancer Giscard au premier tour pour affronter Mitterrand au second. Alors il cherche la bagarre et tire à boulet rouge sur le président dont il a été le Premier ministre. Il va bien falloir présenter le bilan du septennat qui s'achève. Un pouvoir
sous lequel en 5 ans le chômage a doublé, tandis que la hausse annuelle des prix passait de 9 à 14% et que la balance des paiements extérieurs se détériorait dramatiquement, ne peut plus obtenir l'adhésion confiante et spontanée des Français. Faisant peu cas de l'offensive de son ancien Premier ministre, et donc de la profonde division de la droite, Valéry Giscard d'Estaing mène une campagne limitée, persuadé que sa cote de popularité toujours positive durant son septennat lui promet une victoire confortable. Je souhaite surtout que les Français sentent que je suis quelqu'un qui a vécu leurs problèmes pendant 7 ans. Donc qui revient les voir comme celui qui, de tout le monde, a le plus vécu les problèmes de la France. Alors, il est 20h20 avant de donner la parole à M. Labbé, car il a des choses très importantes à dire. Deuxième estimation, Valéry Giscard d'Estaing, 28,7. François Mitterrand, 25,3. Jacques Chirac, 17,8. Le soir du premier tour, Giscard y croit toujours. Même s'il rêvait d'atteindre les 30%, le président candidat peut obtenir son second mandat s'il fait le plein des voix de la droite au deuxième tour. Au QG du RPR, c'est la soupe à la grimace. Chirac éliminé a le masque. Double peine, il a perdu et Giscard risque de gagner. Chirac décide de ne pas voter Giscard et de le laisser entendre. Et nous lui expliquons que ce serait une mauvaise attitude. On a dû le convaincre que s'il faisait une déclaration politique sans dire qu'à titre personnel, il votait pour Giscard, ça perturbait son avenir politique. Et c'est à ce moment-là que se monte un mécanisme en disant il va y avoir à l'intérieur du RPR un certain nombre de personnalités qui vont appeler à voter Mitterrand, mais Jacques Chirac fera savoir que lui, à titre personnel, votera pour Valéry Giscard d'Estaing, mais que les électeurs sont libres de leur choix. Le lendemain matin, Jacques Chirac convoque la presse pour livrer la position du RPR avant le deuxième tour. Au second tour. Il n'y a pas lieu à désistement. Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. À titre personnel, dans l'esprit que je viens de rappeler et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. Pas de désistement en faveur de Giscard donc. Mais ce n'est pas tout. Entouré de ses lieutenants, Chirac va porter un coup fatal à son rival. Une lettre appelant à voter François Mitterrand va être envoyée à tous les militants du RPR. Bien sûr, on n'utilise pas le papier à en-tête du parti. Et la lettre n'est signée que de Philippe de Chartres, un ancien résistant gaulliste historique. Mais toute la puissance logistique du RPR, fichiers, imprimantes, enveloppes prétimbrées, est mise à contribution. À l'Élysée, Giscard est sous le choc. Quand on lui apprend l'existence du complot, il ne veut pas y croire. Hello? Il téléphone d'abord à Chirac pour lui demander de venir participer à son meeting d'union de l'entre-deux tours. Celui-ci refuse. Giscard appelle alors lui-même une permanence RPR et se fait passer pour un militant anonyme. En déguisant sa voix, il demande la consigne de vote. La réponse est claire, il faut faire battre Giscard.
Mais donc on est bien d'accord, cette opération se passe avec l'aval de Jacques Chirac. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est une stratégie un peu... Ça s'appelle jouer avec plusieurs bandes. Pour les spécialistes du billard. Il était convaincu que si Valéry Giscard d'Estaing était réélu président de la République, il allait rester maire de Paris pour longtemps. On peut dire qu'en 1981, Jacques Chirac a fait perdre Valéry Giscard d'Estaing. Ah. Dans le rôle qui a été le mien, je vous dirais le contraire, je déformerais la vérité. Au niveau des responsables nationaux, à l'exception de quelques-uns, tout le monde a fait tout ce qu'il fallait pour que Giscard perde. Valéry Giscard d'Estaing est battu. C'est Jacques Chirac qui l'a tué, et il le sait. Il y a 7 ans, le 17 mai, il livre sa dernière prestation de président. Dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Sept années ont passé, Giscard n'est pas revenu. C'est Jacques Chirac, devenu Premier ministre de la cohabitation, qui est aujourd'hui opposé à François Mitterrand pour le second tour de l'élection présidentielle. Et pendant que les deux hommes célèbrent la victoire sur l'Allemagne nazie, 26 millions de Français se rendent aux urnes. Leur verdict est imparable, Mitterrand devant, Chirac derrière. La stratégie de Chirac n'a pas fonctionné. 7 ans après avoir fait perdre Giscard, il n'est pas parvenu à battre Mitterrand. Lui qui pensait en 1981 que la droite reviendrait dès les premières législatives, a aidé la gauche à signer un bail de 14 ans avec le pouvoir. Terrible constat. Exilé dans sa Corrèze, il parle d'échec, de gâchis, de retraite. Chirac à terre, Giscard semble revivre. Il vient de prendre la présidence de l'UDF, son ancien parti, et François Mitterrand le reçoit à l'Élysée pour le consulter. Georges de la Loyère est devenu trésorier de l'UDF en cette année 1988. Ce vieux compagnon de Giscard comprend vite que l'ancien président croit de nouveau à ses chances. Dans sa tête, il a la perspective, et il l'a dit clairement, de pouvoir être éventuellement candidat à l'élection présidentielle suivante, en 1995. Il me dit textuellement, j'ai rencontré des Américains faisant référence aux élections présidentielles américaines, et notamment sans doute à la campagne de Nixon, qui, comme vous vous souvenez, avait été battu par Kennedy et était revenu en 68 président des États-Unis. Et les Américains lui disent, mais c'est la même chose qu'il faut faire, il faut laisser passer une élection, c'est l'élection qui vient de se passer avec Barre, Chirac, Mitterrand, et l'élection prochaine, normalement les cartes sont prêtes pour pouvoir jouer à nouveau à la campagne présidentielle. Au printemps 1989, Giscard prend la tête d'une liste d'union de la droite pour les élections européennes. RPR et UDF ensemble sous son leadership, Giscard en rêvait depuis longtemps. Le 15 juin, la liste de Giscard récolte presque 29% des suffrages, loin devant celle du PS, 23,5%. Le destin, à nouveau,
paraît lui tendre les bras. Mais Jacques Chirac, du fond de sa retraite, a senti le danger. Et lorsque s'engagent de grandes négociations entre les giscardiens et les gaullistes pour sceller une alliance électorale, l'union UDF-RPR, il réapparaît à la tête du parti. Le 14 novembre 1990, les deux clans de la droite française et leur chef sont invités ensemble à l'émission de télévision La Marche du siècle. Monsieur Chirac et Monsieur Giscard d'Estaing, vous êtes, le sondage l'indique, condamnés tous les deux à l'union, puisque vous avez les mêmes électorats. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une place à l'Élysée. Comment lever, dépasser tous les deux cette contradiction? Si il y a effectivement, je dirais dans le meilleur sens du terme, une compétition, il faut que vous sachiez, il faut que, au-delà de vous-même, si vous le permettez, les Français sachent qu'il y a également une vraie solidarité et le respect d'une règle du jeu. On se battra l'un pour l'autre si l'autre est placé en tête. On se battra l'un pour l'autre. Et ceux qui croient qu'on ne le fera pas auront d'amers déconvenues. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui va perdre cette dernière passe d'armes. Pour déterminer qui de lui ou Giscard sera le chef de l'Union, Jacques Chirac propose en effet d'organiser des primaires. Giscard, désigné par les sondages comme le responsable de droite le plus populaire, refuse. Je pense que c'était un bon piège qui a été bien monté, efficace. Le coup des primaires, c'est un coup monté à l'avance parce que l'idée, c'est que le RPR ayant plus de militants, l'UDF ayant plus d'élus, le parti des militants saura mieux mobiliser ses troupes et donc la primaire sera gagnée à l'avance. L'opinion de droite en particulier, celle qui nous intéresse dans ce cas-là, est opposée à tout ce qui peut paraître comme la division. Et donc en refusant les primaires, ils ont le sentiment qu'on est en quelque sorte des facteurs de division. Et donc on voit immédiatement la courbe de Giscard redescendre. L'union RPR-UDF vole en éclats et c'est le RPR qui remporte les législatives de 1993. Pour Jacques Chirac, la voie est libre. Deux années plus tard, après avoir évité le piège Balladur, Chirac est enfin élu président de la République. Près de 20 ans se sont écoulés depuis qu'il a claqué la porte de Matignon au nez de Giscard pour vivre son destin présidentiel. Les hommes politiques, c'est une race à part. Ce sont des gens qui ont besoin de l'approbation, mais pas de pro-personne, mais de millions de personnes. Alors, quand il y en a un qui pousse l'autre dehors, celui qui est poussé dehors est horrifié. Et puis, quand c'est l'autre qui a été horrifié, qui gêne le retour de l'autre, c'est l'autre est fou furieux. Parce qu'il n'y a qu'une place pour être président de la République. Épilogue, presque 20 ans plus tard. Après le feu du combat politique, les duellistes sont tous les deux à la retraite. Une retraite littéraire et lyrique pour Valéry Giscard d'Estaing, devenu immortel à l'Académie française. Une retraite engagée et mondialiste pour Jacques Chirac, avec sa fondation du Quai Branly. Mais les regrets sont toujours là. Pour la droite française, le bilan est lourd. Et si Giscard, président, et Chirac, Premier ministre, s'étaient vraiment entendus? Giscard aurait battu Mitterrand en 1981. Chirac, héritier de Giscard, aurait été élu en 1988. Et si? On ne refait pas l'histoire. Giscard et Chirac, le gentilhomme et le hussard, ne se sont jamais pardonnés. Ainsi va la politique.
La rancœur est indélébile. Les vrais duels ne se terminent jamais. La semaine prochaine, nous prendrons la route du pôle sud par moins 50 degrés sous des tempêtes de neige et des vents à 300 km/h. C'est sur ce terrain que s'est joué l'un des duels les plus stupéfiants de l'histoire de l'exploration terrestre. Duel d'aventuriers. Scott, le Britannique, contre Amundsen, le Norvégien. Duel à mort.